Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Beaufils, qui est responsable de projet chez Chanel. Salut Renaud, comment tu vas? Salut Clément, salut à tous. Écoute, ça va très bien, très content d'être ici. Eh ben, on est très content de t'accueillir, d'autant qu'effectivement, tu souhaitais parler, en plus de ça, d'un sujet super intéressant qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, qui est la communication non verbale. On va voir ça dans quelques minutes. On a l'habitude de démarrer cette interview avec la présentation de nos invités, le CV de l'invité en quelque sorte. Donc du coup, je t'invite à te présenter. Ok, écoute, moi je suis un fils de prof, hein. J'ai deux parents qui sont tous les deux profs de physique. Okay. J'ai grandi à Marseille, où j'ai passé les 30 premières années de ma vie. J'ai commencé des études un petit peu classiques, donc physique. Après j'ai bifurqué, j'ai fait marine marchande. J'ai un diplôme d'officier de la marine marchande, qui n'a pas beaucoup servi. Ouais, j'allais te dire, il te sert aujourd'hui? Peut-être pas forcément, non, pas du tout. Enfin, ça a été oublié, c'est des trucs que je raconte aux gens et tout ça marrant. Ça marche. J'ai un petit peu navigué en Méditerranée, je ne suis pas allé très très loin, je ne suis pas allé plus loin que la Tunisie. Et après, ça ne m'a pas plu, parce que quand tu as une vingtaine d'années, que tu passes 8 heures par jour à regarder l'horizon sur un bateau, tu t'ennuies un petit peu. Du coup, j'ai repris des études d'informatique. D'accord. J'ai fait un Master 2. Ou d'ailleurs, tout de suite après, donc j'ai cherché un boulot et j'ai eu une petite expérience fondatrice, donc on parlera un petit peu plus tard, où je me préparais pour un entretien. Et il y avait le copain de ma sœur qui me disait, en fait, ce qui est important, c'est la communication non verbale. Et il a commencé à me sortir un certain nombre de principes, dont notamment le fait d'avoir un mimétisme par rapport à la personne en face de toi. D'accord. J'ai foiré lamentablement l'entretien sans jamais réussir à faire ça, mais en tout cas, c'était, on va dire, un entraînement. Ouais. C'était il y a combien de temps, du coup? Parce qu'effectivement, la communication non verbale, on le verra après, est-ce que c'est quelque chose de récent ou finalement... C'était il y a 16 ou 17 ans, je pense. Oui, d'accord, ok. Début des années 2000. D'accord. Donc après, je continue ma carrière. J'étais dans diverses startups marseillaises, majoritairement autour du mobile. Mais bon, startup où un jour on te dit, bon, aujourd'hui tu vas être développeur full stack web, le jour d'après c'est mobile, le jour d'après tu fais de la DRM Windows, après tu fais de la BI, et bon, c'était très formateur. Je me suis beaucoup amusé. Je fais d'autres startups marseillaises. Après, j'ai bougé à Paris pour rejoindre ma copine de l'époque. Ok. Où j'ai eu divers emplois en tant que chef de projet, technique, fonctionnel. J'étais CTO dans une petite boîte. Okay. J'ai travaillé chez Mythique, chez Vente Privée, groupe Lagardère. Et donc après, toujours avec de temps en temps des petites fulgurances autour de la communication non verbale. J'ai un paquet de bouquins que j'ai à moitié lus. Je sens que c'est un sujet qui te passionne, ouais. Carrément. Et d'ailleurs, je note que je suis en train de me triturer la note tout à l'heure. Ouais, ce que je te disais en préparant l'interview, on va passer notre moment à se juger, voilà. Ouais, non, mais je regarde. Alors attends, est-ce que je suis dans la bonne position? Mimétisme. Il n'y a pas de bonne position. Bon, très bien, allez. Et après, je rejoins Chanel un petit peu par hasard. Mon univers ne me prédisposait pas au luxe, mais ça a été vraiment un moment fort. Vraiment, j'ai adoré ça dès le début. J'ai fait 4 postes maintenant, 1 an et demi en moyenne. J'étais eu plusieurs postes de chef de projet. J'étais freelance à l'époque. Et bon, ils m'ont proposé différents postes en interne. Et là, j'ai fini par accepter donc, ce poste de responsable projet. Ça fait combien de temps que tu y es, du coup, chez Chanel, globalement? Ça fait 6 ans. Ça va faire 6 ans en avril. 6 ans. Donc, a priori, oui, c'est que ça se passe bien. Ça se passe bien. Okay. Et du coup, pendant les 2 dernières années, j'ai fait une formation donc sur 2 ans sur la communication non verbale. Là, je me suis dit, ça y est, je me lance sur le sujet. Okay. Donc maintenant, je suis diplômé de synergologie. D'accord, voilà, j'allais te demander c'est quel type de diplôme, effectivement? Synergologie. Oui, mais bon, il y a plusieurs disciplines qui s'intéressent à la communication non verbale selon différents angles. Donc ça, c'en est une, mais bon, pour le coup, moi, je continue à m'auto-former en regardant un peu ce que les autres ont apporté sur le sujet. Ok, parfait. Donc on va voir aussi que cette communication non verbale aussi te sert au quotidien, finalement, par rapport à ton métier chez Chanel. Est-ce qu'on peut commencer par décrire un petit peu ce que c'est? Est-ce qu'on peut vulgariser un peu ce terme, même si communication non verbale, je pense que ça parle globalement à tout le monde, mais est-ce qu'on peut préciser peut-être un petit peu le sujet? Oui, alors ça peut se vulgariser assez simplement, c'est tous les messages que tu passes qui ne sont pas exprimés verbalement. Alors, il y en a tout un paquet, hein. C'est la façon dont tu t'habilles. Déjà, on a fait des choix qui sont très différents, toi et moi, clairement. C'est vrai. Mais ça va aussi sur le choix des accessoires. Toi, tu es plus digital, hein. Moi, j'ai une montre, une montre mécanique. Ça va être sur le ton de voix, tu vois, parler fort ou pas fort, citer sur un rythme haché, donc qui est plutôt souple, en fait, en gros, la rapidité. D'accord. L'odeur en fait partie aussi.
Donc le parfum que tu choisis peut être intéressant. Puis après, bon, nous, ce qu'on va regarder surtout, c'est la position du corps. Donc là, typiquement, tout à l'heure, tu avais les jambes qui étaient croisées, c'est quelque chose qu'on va regarder. Ouais. Tu as la tête qui est un petit peu inclinée sur la droite, c'est ce qu'on va regarder. Tu me montres le côté gauche de ton visage. Bon, c'est des choses qu'on regarde. Après, on va regarder les gestes aussi. Bon, typiquement, quand j'étais en train de me triturer mon anneau tout à l'heure. Ça veut dire que tu es pensif peut-être ou que tu te concentres On considère en général que tout ce qui est rotation, et ce que les femmes, enfin les gens qui ont les cheveux longs en tout cas font souvent en triturant avec leurs cheveux, c'est que chaque fois que tu as la rotation, tu es dans un mode plutôt de réflexion. D'accord. Là, tu vas me dire quelque chose tu vas me dire quelque chose qui va m'interroger, qui me fait fonctionner le cerveau rapidement, je vais avoir tendance à tourner. Mais ça peut être aussi avec un mug, hein, comme ça. Oui, d'accord. Ok, ouais, donc c'est passionnant, effectivement. Donc chaque geste est quelque part un peu codifié et aurait une signification. Alors, nous, on le codifie. Il y a des significations qui sont claires. Donc, typiquement, la déglutition, c'est un vrai ami. Quand tu vois quelqu'un déglutir, il y a un vrai sens qui est facile à interpréter. Après, il y en a qui sont très difficiles à interpréter, typiquement la direction des yeux. Ça, c'est quelque chose, moi, ça me dépasse totalement. Okay. En gros, on peut dire que si tu regardes vers le bas, en général, tu es plutôt dans l'émotionnel, et vers le haut, tu es plutôt dans le cognitif. Mais tu as des spécialisations peut-être dans justement la communication non verbale. Est-ce que tu vas t'intéresser exactement à, entre guillemets, la science un peu des yeux, où se tourne le regard, ou est-ce que c'est quelque part une vue d'ensemble à chaque fois? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est la vue d'ensemble. Après, notamment Paul Ekman, la personne qui a inspiré Lie to Me, lui, il regarde que le visage. D'accord. Et pour le coup, les émotions sont faciles à lire sur le visage. Okay. Alors on va y venir justement après. J'ai appris plein de choses en préparant cette interview avec toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, quels sont les usages finalement de cette communication non verbale? Alors, à quoi ça sert justement? Comment on peut l'interpréter? Alors, dans la vie perso, déjà, c'est un usage assez majeur. C'est que, tu vas voir, c'est un peu, si on se prend un petit peu de hauteur, c'est un peu toujours la même chose. Mais en gros, tu as plein de moments où tu veux dire quelque chose à quelqu'un et tu peux pas, t'oses pas, c'est pas le bon moment, et des fois, ça veut pas sortir. Et ça, tu le vois en fait dans la communication non verbale. Et en fait, quand tu arrives à rebondir, c'est beaucoup la façon dont tu rebondis, parce que l'information que tu récupères en observant te sert pas à grand chose si tu rebondis pas derrière. Mais d'ailleurs, tu sais, en général, tu sais jamais ce que la personne pense, et tu sais jamais à quoi elle a réagi, parce que quand elle réagit, elle est peut-être en train de penser à totalement autre chose, et c'est peut-être à ça où elle réagit. Tu sais pas. Donc le questionnement va toujours avec ce que tu peux observer. Donc moi, j'ai noté ça un certain nombre de fois. Tu arrives facilement à approfondir des sujets que tu n'arrives pas à approfondir avec les autres, parce que tu vois où ils veulent te mener, en fait. Avec par rapport à leur réaction. Et du coup, tu les aides à aller dans cette direction-là. Et bon, après, j'utilise évidemment beaucoup dans le boulot. Alors déjà, j'ai une grosse équipe, je passe beaucoup d'entretiens. Voilà, donc plutôt dans le domaine du recrutement. Ouais, dans le domaine recrutement, un petit peu dans le management. Donc oui, également, oui. Dans le recrutement, alors il y a de nombreuses applications. Moi, je recrute pas mal de chefs de projet. Et typiquement, c'est le genre de job où je considère qu'il faut garder un cap, quoi. En gros, chef de projet, on te donne un objectif et ça va toujours partir dans tous les sens. Il faut que tu réussisses à garder le cap. Donc là, je les titille un petit peu. Résistance au stress, j'imagine. Ouais, mais en gros, je vois comment ils réagissent aux éléments qui les déroutent. C'est-à-dire, je pose une question qui est vraiment structurante. Après, je les déroute un peu, je regarde les réactions, et je vois s'ils arrivent à récupérer le cap. Okay. Et en gros, si vraiment ça les déstabilise pas trop. Tu t'intéresses plus à leurs réponses ou à leur comportement finalement, à leur réaction? Plus aux réponses, parce qu'en fait, le comportement, ça c'est étudié, c'est largement étudié. Tu te fais une idée dans les 2 premières secondes. En fait, tout ce qui se passe après, ça sert à rien. D'accord. En gros, dès que tu vois la personne... Tu as déjà ton avis finalement au bout de quelques secondes. Ouais, je pense que tout le temps que tu passes après, c'est plus pour te le rationaliser. D'accord. Et du coup, ce que je fais, c'est plus pour me rationaliser ce que j'ai déjà perçu. Très bien. Et après, bon, c'est pas pour planter le candidat. Hein. C'est aussi la grosse partie du temps, c'est que tu notes son niveau de stress. Et tu vois quand tu as besoin de l'aider. En gros, tu lui dis bon voilà, c'est pas une question piège. Toutes les réponses sont bonnes. Enfin, dire à un moment donné, c'est pas éliminatoire. Tu rassures aussi quelque part. Tu vas dire des trucs comme ça si tu vois vraiment que la personne est trop stressée. Okay. Même un jour, je pense que je le ferai, mais sur les personnes vraiment stressées, je me dis, à un moment donné, je pense que c'est mieux, tu ouvres la porte, tu dis, on va faire un tour, on prend un café, on revient. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Alors, on parlait aussi de CV vidéo, parce que c'est vrai que quand tu reçois un CV, forcément, les traits de personnalité ne ressortent pas. On mentionnait ça peut être intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, effectivement? Il y a de plus en plus de sociétés qui s'y mettent. C'est quoi, c'est un effet de mode? Est-ce que c'est vraiment pour toi l'outil de recrutement de demain?
Je pense que c'est une aide assez intéressante parce qu'effectivement, tu as une impression sur vraiment les premières secondes de la personne et en fait, vraiment la façon dont ça se déplace dans l'espace, la façon dont elle parle, tu vas avoir un truc qui fit tout de suite ou pas. Et en fait, quand tu fais venir quelqu'un pour un entretien, le temps qu'elle vienne, tu vas passer 1 heure en entretien, voire plus, et le temps qu'elle vienne, machin, tu lui fais perdre un max de temps. Et toi aussi, tu perds beaucoup de temps. Et c'est vrai que ça évite cette phase-là. Tu as directement cette première impression. Et ça, je trouve que c'est pas mal. En fait, alors, avec mon ami là, Louis-Augustin Calonne, en train de monter une boîte qui s'appelle Business Language Intelligence, BLI. Ok. Et du coup, on a un partenariat un peu avec une société de recrutement qui nous a fait faire à qui on a fait une première étude justement sur des entretiens vidéo. Et ouais, c'est surprenant, il y a pas mal de choses à voir. Notamment, ce qui est marrant, c'est que... Tu as des anecdotes justement à nous partager? Carrément, plusieurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, ils ne leur imposent pas l'endroit où passer leur entretien. Donc la plupart sont dans un bureau, éventuellement sur leur canapé. Quelque chose qui est quand même assez... tu vois, ils mettent vraiment des efforts pour que c'est l'air professionnel. Et puis tu en as un ou deux qui sont filmés en voiture. Alors, ils sont là, tu vois, tu as le volant, et tu vas filmer. En train de rouler. Et tu attends. De temps en temps, ils regardent la roue. Ah oui. En train de rouler. Ok. Et ça, du coup, moi, ça fait partie des vidéos qui m'ont le plus intéressé. C'est clairement pas un choix que moi j'aurais fait. Hein. Moi, j'aurais été vraiment un truc très sur un mur blanc, vraiment assez neutre. Et on a vu que ces personnes-là, pour le coup, vraiment regardant la communication non verbale, étaient beaucoup plus à l'aise que les autres. Un peu plus décomplexé, du coup, dans l'approche Oui, clairement, il y a de ça. Mais en plus, je pense qu'il y a aussi un effet, c'est dans un endroit où ils sont à l'aise. Vraiment, c'est leur petit coin à eux. Tu sais, pendant le confinement, il y a plein de gens qui sont allés enfermer dans la voiture. T'es moins perturbé. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça avait des assez bons résultats. Ce qui, du coup, en fait, remet les choses en place et tu peux leur dire, comme conseil, en fait, faites l'entretien à un endroit où vous vous sentez bien. Pas forcément un endroit où vous pensez qu'on vous attend. D'accord, très bien. C'est partie des conclusions. Alors, en préparant aussi l'interview, tu me disais que c'était un domaine qui était encore peu considéré. Je trouvais ça assez étrange. Il y a peu d'informations sur la communication non verbale. Comment tu vois les choses? C'est très difficile à... le côté scientifique est très difficile, je trouve, à valider parce que pour être capable de dire, là, en fait, il a ressenti de la joie, il faudrait vraiment voir ce qui se passe au niveau du cerveau et en fait être capable de dire, voilà, ça c'est la joie, et en fait tu le reproduis 150 fois, parce que c'est ça la science, hein, tu reproduis 150 fois l'expérience et tu vois si tu valides un peu le concept. Dans la plupart des cas, ça se passe la même chose. Et le fonctionnement du cerveau, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et là, d'ailleurs, on est en train de voir que c'est pas forcément ce qui réagit en premier, en fait, le cerveau, le corps réagit peut-être en premier. Donc c'est difficile de dire, de valider l'expérience. Ça, on travaille plutôt en mode phénoménologie, où tu valides l'expérience sur tes expériences à toi. En gros, tu dis, voilà, là, tu vois, je suis en train de faire ce geste-là. Je lis ça à comment je me sens. Et après, tu vois, en gros, tu demandes à des gens de faire l'expérience. Mais c'est très difficile de valider cette expérimentation. Et il y a tout un aura autour de ça qui est considéré comme du charlatanisme. Il y a beaucoup de presse qui est très critique de ça sur Internet. Je ne sais pas trop d'où ça sort, mais c'est vrai que je comprends que les approches scientifiques qu'on présente ne sont pas très... pas suffisamment étayées. En même temps, il faudrait pouvoir accéder complètement au cerveau. C'est pas forcément évident pour vérifier tout ça. Justement, alors tu me disais, en préparant encore l'interview, il y a des muscles du visage qui peuvent se contracter selon certaines émotions qu'on ne pourrait même pas reproduire finalement sur d'autres émotions. Tu peux en parler, tu peux donner des exemples moi j'en ai un qui me parle particulièrement et en fait c'est marrant parce que c'est là, tu sais, le fait de remonter la lèvre un peu pour découvrir les Sur un côté seulement? Alors, tu peux le faire des deux côtés, mais c'est pas forcément dans les mêmes contextes que tu vas le faire des côtés. Et en fait, moi quand je me sens vraiment une émotion agressive, je sens que ça se fait tout seul en fait. Et pendant le moment où ça se fait, j'arrive à le remonter. Et j'ai contrôle du muscle. Mais là, tu vois, j'arriverai pas à le faire en fait. J'arrive pas à le remonter plus haut. Et en fait, il y en a un certain nombre comme ça. Quand on se filme, là, quand je vais me filmer, je vais voir des choses. Et potentiellement, on en reparlera après si tu veux. Il y en a certains, je te dirais, j'arrive pas à le faire. Et peut-être que sans éprouver l'émotion. Et toi aussi, d'ailleurs. Ouais, non, mais effectivement, mais ça peut être intéressant. Après, on aura le débrief de cette vidéo. Très bien. Alors maintenant, j'ai pas mal de questions à te poser, Renaud. Est-ce que tu as des rituels le matin quand tu arrives au boulot? Comment tu organises ta journée? Comment tu démarres? Ouais, alors c'est plutôt avant d'arriver au boulot en fait. Je me lève tous les jours, j'ai mon réveil qui sonne vers 6h du mat. 6h, ouais, j'ai un seul réveil moderne là, qui regarde le moment où il faut te réveiller. Ouais. Et donc je fais 50 minutes, 1 heure de vélo d'appartement que j'avais acheté pendant le premier confinement. Les ventes ont dû exploser.
C'est clair. Après douche, 40 minutes de méditation, et puis après la journée peut commencer. Méditation. Oui, méditation. Okay. Est-ce que ça t'aide à te concentrer même dans ta journée Oui, et ça permet à canaliser aussi pas mal de choses. Ouais, mais ça permet de récupérer de la capacité de concentration, parce qu'on est toujours en train de faire 12 trucs à la fois, et même les écrans, ça nuit beaucoup à la capacité de concentration. C'est vrai. Il n'y a que deux disciplines, enfin il y a la lecture et la méditation qui te donnent la capacité de concentration. Et moi j'ai du mal vraiment à faire des réunions avec 200 personnes qui m'envoient des messages en même temps. On s'éparpille trop. Ouais. Est-ce que si tu avais un conseil à nous donner, lequel ce serait? À vous, Excelsior? Je sais pas, professionnellement, voilà, par rapport à ton vécu, peut-être à la communication non verbale, je sais pas. Voilà, comme ça, c'est un peu la thématique du moment, mais je dirais de rien cacher. De rien cacher. En fait, d'être soi-même finalement et de ne pas vouloir masquer ses émotions. Ouais, mais ça va tout en fait. Je pense qu'on gagne très peu à essayer de garder des informations, des sensations, des choses qu'on éprouve pour l'extérieur, pour soi-même. Est-ce que tu as des regrets? Je sais pas si c'est un regret, mais j'ai quand même une sensation assez, très présente que j'ai perdu beaucoup de temps à faire des études dans la marine marchande et que c'est des années que j'aurais pu utiliser à faire autre chose. Ok. Après, ça marche, oui, effectivement, c'est vrai que c'est des sujets qu'on peut un peu ruminer, j'imagine, quand on est en plein dans sa carrière et qu'on s'éclate peut-être et qu'on a... Oui, mais surtout, je me dis, je pourrais être plus haut dans la hiérarchie. Ah peut-être dans les prochaines années. Voilà. Est-ce que la tech te fait peur? Non, pas du tout. Pour le coup, je code encore. Okay. Du coup, j'ai maintenant plusieurs couches de hiérarchie entre moi et les développeurs, mais j'en fais encore un petit peu. D'accord. Donc toi, globalement, tu gardes la main sur le truc et tu te dis, voilà. Pas surtout. Là, je m'amuse avec la data. J'aime bien la BI. Ça marche. Ton plat préféré? Alors, je vais être un peu chauvin, je vais dire l'aïoli. L'aïoli. Spécialité du Sud. Ça fera plaisir, effectivement. C'est aux gens du Sud, hein, c'est ça? Oui, c'est plutôt du Sud, on est d'accord. C'est chez moi. Là. Que je dise pas non plus de bêtises. Très bien, très bien, très bien. Tu le fais toi-même? Alors maintenant, oui, je sais le faire. Ouais, okay. C'est encore mieux. C'est encore meilleur. Renaud, en tout cas, merci beaucoup. Comment on peut conclure cette interview? Ça aurait été bien avec un jingle de Friends. Bah écoute, ça c'est Lucille qui va gérer ça. Ça me permet de faire la transition. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette émission qui était très intéressante. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. Salut les amis, ciao.